Comment guérir les hémorroïdes au Moyen-Âge? Les brûler au fer rouge, utiliser des sangsues, partir en pèlerinage sur la tombe de Saint-Fiacre? Tout ça a été prescrit. Et ça va encore plus loin. Voici les pires croyances du Moyen-Âge. La biologie médiévale était vraiment bizarre. Pendant très longtemps, on a cru que certains animaux se généraient spontanément. Remplissez un seau de blé, recouvrez-le d'une chemise sale, ça donnera des souris. Laissez un morceau de viande à l'air libre, des mouches en surgiront. Faudra attendre le XVIIe siècle pour que quelqu'un teste avec un bocal étanche et prouve que ça marche pas. Puis il y aura Pasteur au XIXe siècle qui va définitivement enterrer l'idée. Maintenant, c'était pas si déconnant de croire ça. Prenez les bernaches qu'on trouve au nord de l'Europe. Elles ne sont là que l'hiver et on ne les voit jamais se reproduire. On pensait qu'elles naissaient des pousse-pieds, un crustacé qui a des couleurs similaires. L'été, des canards grandissaient dans des coquillages sous l'eau et ça semblait logique pour tout le monde. La vraie raison, c'est qu'en été, ils sont en migration, loin des humains, tout simplement. Ces théories bizarres, on les doit aux penseurs grecs, notamment Aristote, qui va théoriser sur la génération spontanée. Et vu qu'à l'époque on respectait énormément l'Antiquité, on n'allait pas remettre en cause les grands maîtres. C'est pour ça qu'on pensait que l'utérus avait sa propre volonté, qu'il pouvait se déplacer dans le corps des femmes comme un alien. Et ça influençait leur caractère. Trop haut, ça provoque vertige et fatigue, trop bas, vous perdez parole et sensibilité. C'est de là que vient le terme hystérique, hysterica, utérus en grec ancien. Parmi les traitements possibles, faire respirer des odeurs à votre utérus, comme du miel ou de l'ail, qu'on mettait à brûler juste en dessous de votre abricot. Super. On était persuadé que beaucoup de choses se passaient dans l'air. Comme les miasmes, l'idée que les maladies sont transmises par des vapeurs nocives, depuis un cadavre affecté ou de l'eau croupie. En gros, si ça sentait mauvais, c'était danger. Il fallait donc utiliser des parfums ou des herbes aromatiques brûlées pour purifier l'air. Ces rituels, qui existent encore aujourd'hui, ont été théorisés par Hippocrate, le père de la médecine. Et c'est tenace. Vous voyez les masques des médecins de peste au XVIIe siècle? Le bec, là, c'est pas pour faire joli, c'était rempli d'épices odorantes. Et on continuera à croire au miasme jusqu'au 19e. Dites-vous que c'est pas le pire concept d'Hippocrate. Il y a aussi les humeurs. En gros, vous êtes composé de 4 humeurs, associées à un organe, un élément et un comportement. Le sang, fabriqué par le foie, c'est l'air associé à la joie. La lymphe qui vient du cerveau, c'est l'eau ou le calme. La bile jaune, produite aussi par le foie, c'est le feu qui provoque la colère. La bile noire, qui vient de la rate, c'est la terre et ça vous rend mélancolique. C'est à l'origine de plein d'expressions qu'on utilise encore aujourd'hui, comme se faire de la bile ou être phlegmatique, le phlegme étant l'autre nom de la lymphe. Tous les problèmes médicaux sont analysés à partir de ça. Saigner du nez, c'est trop de sang, ça vient du foie. Avoir un rhume, c'est trop d'eau, trop de lymphe. Alors comment soigner? En rééquilibrant les humeurs. Et c'est là que la catastrophe commence. Ok, donc les magiciens dans la vraie vie, c'est un peu claqué. Heureusement, ils sont bien plus badass dans Call of Dragons. L'un des jeux mobiles les plus attendus de l'année, dernier bijou des créateurs de Rise of Kingdoms. Construis ton nouvel empire depuis zéro, choisis ta faction, humain, elfe ou orc, chacun avec ses propres unités et compétences. Moi, je suis un bourrin, j'ai pris les orcs et leur bonus d'attaque, et j'ai le héros légendaire Osk, le plus fort de tous. Car il faudra aussi avoir les bons héros, bien entraînés, avec les bons choix dans l'arbre de technologie et de recherche. De quoi conquérir cette immense carte, glacier, lande, désert, faudra adapter sa stratégie en fonction de l'environnement. Pense aussi à créer ton alliance avec tes amis ou des joueurs du monde entier. Ça sera nécessaire pour affronter les boss du jeu, les Behemoths. D'énormes créatures, ours, dragons, hydres, tous plus badass les uns que les autres. Une fois vaincus, vous aurez peut-être une chance de les capturer pour qu'ils rejoignent votre armée. Ça tombe bien, le jeu vient de sortir, c'est le bon moment pour se lancer dans la mêlée. Tout le monde est au même niveau, tu as toutes tes chances. En plus, Trash t'offre un bonus spécial avec le code TRASHCODEXD. Joue avec la communauté, combat dans des raids et crée des alliances pour t'aider à vaincre les adversaires les plus puissants. Télécharge le jeu gratuitement sur PC, iOS et Android en crossplay, lien en description. Les pires remèdes du Moyen-Âge. À l'époque, valait mieux éviter d'avoir mal à la tête. On avait la trépanation facile. Le fait de percer un trou dans votre crâne pour retirer la pression, ou un morceau d'os. C'est arrivé au pape Clément VI dont on voulait soigner les migraines.
mais aucune preuve que ça ait marché. La méthode est simple. On vous endort en filant un sédatif, genre du pavot, puis on vous perce la boîte crânienne avec une sorte de scie cylindrique ou avec une série de petits trous en cercle pour en faire un plus grand. On arrêtait le saignement avec ce qu'on pouvait, herbe ou viande fraîche. Dit comme ça, c'est terrifiant, mais la plupart des gens survivaient. Sur 380 crânes allemands, il y en avait 8 trépanés et 7 survivants. En Suisse, le taux de survie montait jusqu'à 78%. Comme on touche qu'à l'os et au cuir chevelu, même s'il y a un énorme risque d'infection, l'opération n'était pas mortelle. Elle a même sauvé des vies. Par exemple, sur ceux avec une grave fracture après un coup d'épée en pleine tête, ça permettait de nettoyer la plaie, que le crâne se reconstruise proprement. Là où ça part en vrille, c'est qu'on utilisait ça pour soigner des crises d'épilepsie ou des maladies mentales. On pensait que c'était une accumulation de mauvaise humeur dans la tête, parfois provoquée par un démon. L'idée qu'il faut vider le corps de ses impuretés est aussi à l'origine des saignées. Une petite entaille pour vous vider de votre mauvais sang. On utilisait une lame à double tranchant, mais comme c'était douloureux, certains préféraient les sangsues, qui ont l'avantage d'injecter des anticoagulants et anti-inflammatoires. Très à la mode au 19e, la France à elle seule en apportait 35 millions chaque année, juste pour ça. Une petite saignée, en bonne santé, c'était pas spécialement dangereux, à part les risques d'infection et d'extrême fatigue. C'était bien sûr parfaitement inefficace, sauf pour des cas hyper spécifiques, comme l'hémochromatose et la polyglobulie, où c'est un vrai traitement. La saignée était aussi pratiquée de façon préventive, un peu comme pour faire une vidange saisonnière. Si vous écoutez Jean Milan, il vous dira qu'il faut la faire à droite au printemps et en été, à gauche en automne et en hiver. Mais surtout pas en avril, mai ou septembre, et de manger une cuisse de poulet après l'opération. Avec le temps, ça s'est démocratisé, c'est devenu tellement courant que les barbiers s'occupaient d'une grande partie des saignées. Leur colonne rouge et blanche, elle vient de là. Le rouge représente le sang et le blanc les bandages. Ça n'a pas empêché un tas de gens d'en mourir, comme George Washington ou Charles II. Il y a encore certaines cultures où c'est pratiqué, comme en Inde ou en Chine. Dans le même genre, il y avait les lavements dans le popotin. On appelait ça un clister, en référence à l'énorme seringue dans laquelle on mettait ce mélange d'eau salée destiné à vous purifier le côlon. Vous souffrez de troubles de la digestion ? L'idée était toujours la même, vider le corps des impuretés. Sauf qu'encore une fois, ça sert vraiment à rien, à part pour la constipation. Les risques sont bien réels, perforation du côlon, troubles du microbiote, déshydratation ou overdose de sel. À côté des humeurs, il y avait un second type de traitement, la théorie des signatures. L'idée que la nature étant bien faite, elle laisse sur les plantes des indices quant à leurs propriétés médicales. Par exemple, la fleur de la vipérine ressemble à une tête de serpent, donc elle était censée soigner les morsures. La saxifrage qui brisait les cailloux en poussant était censée soigner les calculs rénaux. Ça a donné lieu à plein de traitements hasardeux. Par exemple, l'utilisation de mercure toxique pour soigner des maladies de peau comme la syphilis ou la lèpre. Ou encore les excréments d'animaux qu'on utilisait en poudre, cataplasme ou même boisson. La chèvre, c'était pour les brûlures, le cochon pour les douleurs au flanc, le caca de poule, un antipoison, et celui du canard contre les abcès. Vraiment content qu'on se soigne plus comme ça. La science des étoiles au Moyen-Âge. 1492. On redécouvre l'Amérique en voulant prouver que la Terre est ronde, l'Église est mise en déroute, c'est la fin du Moyen-Âge. Vous avez peut-être déjà entendu ça, eh bien c'est complètement faux. À l'époque, les gens ne croyaient pas que la Terre était plate. Ça faisait 2000 ans qu'on la savait ronde. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène avait calculé la circonférence de la Terre en comparant l'angle de deux ombres à deux endroits différents. Son estimation sera très proche de la réalité. Ce mythe d'un Moyen-Âge croyant à la Terre plate, il s'est construit pendant la Renaissance. Histoire de dire, regardez, on est plus malin que pendant cet âge sombre. C'était pas tout à fait vrai, mais pas tout à fait faux non plus. On croyait quand même que la Terre était le centre de l'univers, ce qui a valu son célèbre procès à Galilée, où l'idée que les étoiles étaient fixées à la voûte céleste, comme des posters accrochés sur un mur à 360 degrés. Les croyances les plus étranges viennent de l'astrologie. C'est arrivé assez tardivement en Europe occidentale parce que l'Église en interdisait la pratique, vu que c'était démocratisé chez les penseurs musulmans. Tout comme la philosophie et la médecine, les textes d'astrologie grecque ont été restaurés au Moyen-Orient. Là-bas aussi, c'était un sujet à controverse. Certains considéraient que c'était incompatible avec la religion. Sa popularité a pourtant continué de grandir jusqu'à arriver chez nous au XIIe siècle.
L'astrologie est alors utilisée pour les diagnostics. On l'interprète comme un signe de Dieu, censé nous dire si un moment était propice à une action ou non. En médecine, on essaie de connaître le placement des astres le jour où vous êtes tombé malade. On utilise les phases de lune pour décider du meilleur moment pour une saignée, de votre signe astrologique pour savoir où vous incisez. Encore fallait-il pouvoir se payer quelqu'un capable de lire les étoiles. Certaines figures du pouvoir, comme des rois ou des papes, appréciaient avoir un astrologue à leur côté. Ils étaient considérés comme des érudits, une science à part entière. Heureusement, ça a bien changé. Ça a bien changé, hein. La secte des magiciens, la pierre philosophale. Un nom qui fait rêver. Harry Potter, Fullmetal Alchemist, même dans les Schtroumpfs, elle serait capable de changer le plomb en or et d'offrir l'immortalité. Un seul homme aurait été capable de la fabriquer, Nicolas Flamel. Cet homme a bien existé, mais c'était juste un libraire qui a fait fortune dans la spéculation immobilière et l'héritage de sa femme. Sauf qu'à l'époque, ça faisait jaser. Personne ne savait d'où venait sa soudaine richesse. Alors des rumeurs ont commencé à circuler, gonfler, jusqu'à ce que 2 siècles après sa mort, sorte le livre des figures hiéroglyphiques. Une compilation de faux textes de Flamel où on lui invente une vie. Une sorte de troll moyenâgeux publié par un inconnu. Le livre est un succès immédiat et transforme définitivement le libraire en faiseur d'or. L'alchimie, c'est la discipline qui tente de transformer la matière. Une sorte de chimie mystique avec des incantations. Si les alchimistes sont entourés d'autant de mystères, c'est parce qu'ils écrivaient leurs formules en langage codé, de peur de se les faire voler. Mélanger de l'acide nitrique et du chlorure d'ammonium devenait un dessin de dragon dévorant un aigle blanc. Il y avait beaucoup de bêtises. Certains prétendaient avoir créé l'élixir de vie éternelle ou des hommes miniatures, des homoncules. Oh, tu veux que je te montre comment on ouvre la porte, Chica, écoute bien. Ouvre la porte! Mais le fait que certains alchimistes sont de vrais scientifiques, inventeurs de la distillation et d'instruments encore utilisés aujourd'hui. Parmi les plus célèbres, on connaît Thomas d'Aquin, Paracelsus et même Isaac Newton. Oui, Newton a consacré presque 30 ans de sa vie à la recherche de la pierre philosophale. On a même retrouvé une partie de ses notes en 2016. Merci à Call of Dragon de nous soutenir, construisez votre empire dès maintenant sur PC, iOS et Android, lien en description. C'est là qu'on se rend compte que cette époque n'était pas si obscure que ça. On tâtonnait, on essayait, comme l'ont fait les Grecs, ou même l'époque moderne. En matière de science, la Renaissance a même fait pire. Après tout, c'est eux qui brûlaient les sorcières, pas nos amis du Moyen-Âge. Alors cessons de les représenter comme des arriérés mourant de faim. Le Moyen-Âge est une période bien plus prospère que nous le pensons.